Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, on va vous parler du strip cropping ou l'art de cultiver en bande. Alors, on va vous expliquer tout cela. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir Luca Colombo. Bonjour, Luca. Bonjour à vous. Vous êtes secrétaire général du FIRAB. C'est quoi le FIRAB? C'est la Fondation italienne pour la recherche en agriculture biologique et biodynamique. Et biodynamique. Juste face à vous, David Guy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe Burel et aussi, et c'est là où vous intervenez sur le sujet, en tant qu'agriculteur, puisque vous avez une exploitation où? Au nord de Nantes. Bon, voilà. Et à mes côtés, Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture de l'INRAE. Christian, on co-anime. Bonjour Jean-Paul, on co-anime. Alors, les enjeux déjà de ce débat sur le strip cropping. Alors, ce débat, il est dans la série en fait, des débats qu'on a autour des problématiques de diversité des couverts, diversité des cultures et même diversité des paysages agricoles. Alors, le thème sur lequel nous allons échanger, comme vous l'avez dit Jean-Paul, c'est celui du strip cropping. Vous me direz, qu'est-ce en bon français, ça veut dire la culture en bande, ce qui ne vous éclaire pas beaucoup plus. Donc, en fait, c'est tout à fait à l'opposé de l'image que l'on a des systèmes économiquement performants, dont on imagine qu'ils doivent être grands, homogènes. Et donc, plus c'est grand, plus c'est homogène, mieux c'est. Mais ce que l'on voit aussi aujourd'hui, c'est que les travaux en écologie, en biologie, montrent que, et c'est un travail absolument remarquable qui a été publié par différents auteurs, dont la première est Clélia Sirami, publiée en 2019, c'est que quand les parcelles augmentent en taille, en moyenne sur un paysage, on a une baisse de régulation biologique. Et en fait, cette baisse, elle se produit très tôt. Dès que les parcelles en moyenne dépassent 3 hectares, on a un effondrement des régulations biologiques. Alors, qu'est-ce qui explique cela? C'est le fait que, d'une façon générale, les auxiliaires qui vont aller réguler les bioagresseurs, donc en gros les coccinelles qui vont manger les insectes, en fait, dès que les parcelles deviennent trop grandes, les auxiliaires ne parviennent plus à coloniser l'ensemble de la parcelle, ils vont coloniser la bordure et ils n'iront pas au milieu, et donc on aura des effets négatifs. Alors clairement, quand on dit à des agriculteurs 3 hectares, ils disent ah non, c'est juste pas possible, et je comprends complètement cette réaction. Donc la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que l'on peut faire? La raison pour laquelle les agriculteurs disent que ce n'est pas possible, c'est que les économies d'échelle jouent à plein pot, et donc il faut prendre ça en compte. Mais quelle est l'option pour aller dans l'autre sens, tout en gardant la capacité à travailler rapidement, de façon organisée? Et c'est là que le strip cropping apparaît comme étant une réponse. Mais pour éclairer tout ça, Jean-Paul, je vous laisse animer les débats et découvrir le potentiel de ce système de culture. Exactement. Et on va donner la parole à David. David, dans votre ferme, vous pratiquez le strip cropping. Comment? Dites-moi. Alors, je le pratique sur une parcelle. Je ne l'ai pas généralisé à l'ensemble de la ferme. Je ne me suis pas posé toutes ces questions. Maintenant, je me les pose. Mais ça m'est apparu naturel de tester cette technique. Pour une raison simple, c'est que je suis un fervent défenseur. J'ai compris l'intérêt des couverts végétaux et de couvrir ces sols le plus possible pour l'activité biologique et tous les bénéfices que vous connaissez des couverts. Mais une fois qu'on a dit ça, je me retrouvais tous les étés, au 14 juillet, un peu désemparé avec les conditions climatiques qu'on connaît en été, de moissonner des parcelles de 10-15 hectares et de se retrouver au milieu d'un désert. Même si vous semez vos couverts au cul de la moissonneuse, comme on dit, le temps que le couvert germe, se développe, vous avez 3 semaines, 1 mois, 2 mois, des fois, alors cet été, 3 mois, où il ne se passe plus rien. Ça veut dire que vous ne supportiez pas d'avoir un désert, cette parcelle, un désert? Quelque part, ça me faisait mal parce que tout l'investissement qu'on fait pour améliorer ces sols, pour amener la biodiversité fonctionnelle, même si vous avez le meilleur semoir du monde pour semer votre couvert, s'il ne pleut pas, votre couvert il lève pas et vous vous retrouvez avec un désert. C'est-à-dire il ne se passe plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de photosynthèse, donc plus d'exudat racinaire, etc., etc. Même les oiseaux, pour les chasseurs, ils savent bien ce qui se passe dans une parcelle de 15 hectares, voire plus, il ne se passe plus rien. Donc je me suis dit comment réussir à maintenir du vert en permanence dans cette parcelle de 14 hectares. C'est une parcelle de 14 hectares dont on parle. Et là, d'où est partie l'idée de se dire on va travailler en bande? En bande de quelle largeur? Alors voilà, l'idée c'est de se dire cette parcelle de 14 hectares, des fois je la coupais en deux parce que dans l'assolement j'avais 7 hectares d'une culture, 7 hectares de l'autre. Là, elle est coupée en deux aussi. Il y a toujours les deux mêmes cultures, sauf qu'au lieu d'avoir 7 hectares d'un côté et 7 hectares de l'autre, j'ai des bandes de 12 mètres qui s'alternent.
D'accord. De quelle culture? Alors là, pour le coup, ça peut être variable. Ce qu'il faut, c'est alterner des cultures qui ont des cycles différents, de telle sorte que quand vous récoltez votre bande de 12 mètres de blé, à côté, vous avez une culture qui est en pleine floraison. Donc, par exemple, du tournesol, par exemple, du sarrasin, par exemple, du maïs. Concrètement, vous le faites depuis longtemps? C'est la 4e année. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, hein. Alors, on est aidé par les guidages GPS, de toute façon, hein. C'est pas compliqué du tout, hein. C'est juste une façon de penser différente. Ouais, voilà. C'est plus ça. La difficulté majeure, c'est le bout du champ. Parce que forcément, on va tourner au bout du champ à des périodes différentes selon les deux cultures. C'est vraiment la difficulté. Pour un agriculteur qui nous écoute, est-ce que ça pénalise vos débits de chantier? Non, pas réellement. Pas réellement. Parce qu'en plus, même c'est des bandes de 12 mètres, donc c'est des multiples de machines existantes en général sur les fermes, 3 mètres, 4 mètres, 6 mètres. Et quand vous tournez au bout du champ, à la rigueur, vous savez que quand les tracteurs sont équipés de GPS, de plus en plus, même quand vous n'avez qu'une seule culture dans une parcelle, vous travaillez en bande, hein, et non plus en aller-retour. Donc à la rigueur, ça va dans le sens, hein. Est-ce que vous avez eu besoin d'investir dans du matériel particulier? Ah non, j'utilise Du les tout. machines Donc, de la ferme. Alors pourquoi les agriculteurs ne le font pas? Parce que faut y penser, il faut alterner les cultures, il faut trouver deux cultures qui s'alternent. Donc c'est vrai que moi j'ai la chance sur la ferme d'avoir 11 cultures. Donc, c'est vrai que si vous avez une multitude de cultures différentes, il faut accepter d'avoir des cultures d'été. Et quelles sont les espèces qui vous semblent le plus intéressantes justement associées? C'est une culture d'hiver, donc colza, céréales, et une culture qui va être en vie en été, hein. Et après, on peut tout utiliser? Oui. A priori. Est-ce que vous notez des effets de bordure? Justement, est-ce que vous recherchez des différences de hauteur entre les cultures? Moi, je ne l'ai pas cherché. Je sais que ça existe, hein, pour l'avoir vu aux USA. Sur le maïs, par exemple, il y a des effets de bordure. Maïs soja. Voilà, par exemple. Où on cherche justement à différencier la hauteur des plantes, hein, pour expliquer clairement. Et on sait que les plantes qui sont sur le bord donc, des parcelles bénéficient d'un meilleur ensoleillement, donc un effet rendement supérieur. Ouais. Non, la difficulté de la bordure, c'est plutôt la maîtrise du salissement. Oui, qui vient aussi grâce à l'énergie solaire disponible, bien entendu. On peut imaginer des cultures très très différentes, je sais pas, des courgettes avec du maïs. Après, libre à vous d'imaginer ce que vous voulez. À partir du moment où ça se récolte dans la bande, donc ça se récolte à la moissonneuse-batteuse, ou un automoteur qui ne nécessite pas une remorque à côté, je pense qu'on peut tout imaginer. Comment réagissent vos voisins agriculteurs quand ils vous voient faire? Ils sont surpris, ils se demandent un petit peu ce que c'est. Ils se disent quoi? Il est fou? C'est intéressant? Oui, un petit peu. Mais bon, vous savez, quand j'ai commencé le semi-direct il y a 20 ans, c'est pareil. Ils pensaient déjà que j'étais fou. Donc maintenant, je pense qu'ils se sont fait à l'idée. Et maintenant, vous vous dites, dans toutes les parcelles, il faudrait raisonner comme cela? Je pense. Oui. Ça a des avantages, je pense, énormes. Même des trucs très pragmatiques. Avec les étés qu'on vit, quand on sort la moissonneuse-batteuse, tous les agriculteurs ont peur du feu. On l'a encore vécu cet été. En fait, là, vous avez des coupes-feu naturels. C'est parfait. Tous les 12 mètres. C'est ce qu'on recherche. Et, je sais pas, les non-ruraux, votre maire, par exemple, la commune, comment il perçoit justement le fait d'avoir des variétés de cultures, non pas un ensemble uni? Il trouve ça esthétique, hein. Ça, Christian l'a dit, hein. Je pense que c'est important. On a besoin de communiquer auprès de la population. On est de moins en moins nombreux. On l'a encore vu avec tout ce qui s'est passé autour de la thématique bassine. Il faut qu'on communique. Les couverts végétaux sont des outils incroyables pour communiquer. Ça, c'est encore une autre façon de communiquer. Bon, donc c'est simple. Ça ne nécessite pas de matériel complémentaire. Ça ne complique pas. Ça n'augmente pas les débits de chantier. Donc tout le monde devrait le faire. À condition que ça apporte quelque chose. Alors après, aujourd'hui, moi, je suis bien en peine pour mesurer l'intérêt scientifique de la chose. Mais j'invite tout le monde à l'essayer. Avant de passer la parole à Lucas, est-ce que vous avez envie de mesurer les services non marchands du style augmentation de la biodiversité qu'on pourrait mesurer par exemple avec quelque chose qui a été primé hier, qui est la Believe ou Belive, pour mesurer l'activité des abeilles et de regarder qu'est-ce qui se passe dans ce genre d'environnement. J'ai un apiculteur sur la ferme avec de nombreuses ruches qui me dit qu'il produit plus à côté de cette parcelle que dans d'autres zones de la commune où il a des ruches. Après, c'est le seul indicateur que j'ai. Bon. Alors justement, Luca, comment vous percevez cet exemple?
C'est très intéressant de le voir en pratique parce que nous, on a essayé le street cropping dans un contexte de recherche et parce qu'en Italie, ce n'est pas encore développé. Et donc, je suis très intéressé à comprendre comment se passe dans une ferme réelle en France, parce qu'on travaille aussi avec des fermes, avec des fermiers qui sont en train d'expérimenter, mais ils sont des pionniers. Et donc, c'est bien qu'ils voient ce qui se passe ailleurs et à quelles conditions ça peut marcher et quels sont les défis qu'il y a sur le terrain. Pourquoi c'est peu développé aussi en Italie? Les parcelles sont plus petites? Il y a plus de haies? Oui, tout à fait. La taille moyenne est dès toujours, c'est très petite en Italie. Et donc, ça peut-être n'a pas vraiment donné des intérêts pour diversifier dans cette petite parcelle. Mais maintenant, la taille va s'agrandir. Et donc, ça peut devenir intéressant, notamment sur les plains, où il y a des fermes qui sont plus grandes et où il y a un besoin de diversification, notamment spatiale, qui est bien sûr plus grande, majeure qu'en colline. Puisque, Luca, arrêtez-moi, mais je crois qu'en Italie, on enlève encore des haies, des fois, pour regrouper des parcelles, pour agrandir. Ah oui, et ça c'est l'enjeu avec la nouvelle vague après la guerre en Ukraine, où il y a une pression à s'élargir encore plus. L'agroécologie est très développée en Italie ou pas trop? Le mot est très développé. La pratique à voir. Alors, vous avez expérimenté le strip cropping, justement, avec quelle culture, dans quelles conditions? Racontez-nous. Bon, alors, on a développé le strip cropping dans 2 contextes, mais dans le même projet, qui est était un projet européen qui vient de se fermer. Et le nom est Diver Impact, sur la diversification spatiale. Et donc, il y a eu une station expérimentale dans la région Marche, c'est-à-dire vers moitié adriatique, et dans des conditions de plaine, et avec 2 fermes dans des conditions réelles. Et donc, on a expérimenté des différentes approches au strip cropping, c'est-à-dire dans la station expérimentale, c'était courgettes et blé, et tomates et fèves. Et même, tandis que dans les fermes, c'était blé et fèves dans une ferme, avec une diversification assez limitée, soi-disant, mais dans des conditions difficiles parce que c'était en colline avec des pendances très forts. Et donc, c'était déjà un défi. Et l'autre ferme faisait tournesol, épeautre et trèfle. Et donc, c'était une diversification un peu plus courageuse, soi-disant, mais ça a bien marché dans tous les contextes. Vous faites bien une différence entre en plaine et en colline. C'est beaucoup plus complexe en colline? C'est un peu plus complexe, notamment où il y a des conditions du sol pour le labour un peu plus compliquées, c'est-à-dire des situations un peu ondulées, etc. Donc, il faut régler même le labour pour éviter l'érosion du sol. Mais ça, c'était aussi un des enjeux qu'on était en train de mieux comprendre, c'est-à-dire faire le labour dans des différentes périodes avec une récolte et une couverture du sol dans différentes périodes, ça peut aider à réduire l'érosion. Et la réponse était oui, tout à fait. Est-ce que vous avez pu identifier justement des effets de bordure dont on parlait? Oui, et dans le contexte expérimental, notamment sur les courgettes. Parce qu'il y a eu un microclimat très favorable, un peu plus de chaleur, moins d'évapotranspiration, et donc les courgettes ont bien poussé et le rendement était très intéressant. Ah oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, il faut penser spatialement, mais aussi un effet d'écran qu'on peut avoir, oui. Qui permet de maintenir des microclimats. Voilà, il y avait le blé, notamment il y était des variétés hétérogènes, c'est-à-dire de matériaux hétérogènes, pas la même variété, donc avec des différentes tailles, une taille un peu plus haute que le blé variété normale, conventionnelle, et donc la défense du microclimat était plus favorable pour les courgettes. David, vous voulez réagir? Non. Est-ce que vous observez en fait une moindre infestation parasitaire? Le fait de diversifier les productions permettrait de réduire le niveau d'apport des produits phytosanitaires? Oui, alors ça a été vérifié dans le contexte de la station expérimentale et où
on doit dire qu'on n'a pas noté des différences parmi les maladies. Donc, pour ça, il y avait des situations assez favorables. Donc, il n'y avait pas une pression des maladies très forte, mais on n'a pas noté une différence. Mais on a noté une différence au niveau des pucerons. C'est-à-dire que le courgette et les fèves étaient moins pressés par les pucerons que dans les pleins champs. Quelle est la bonne largeur? Est-ce que demain, on dira, voilà, si on fait des fèves, par exemple avec du maïs, il faut semer plutôt en telle largeur minimale? Est-ce qu'il y aura des tables, à votre avis, ou on est encore à la préhistoire de tout ça, de l'étude de cela? On fait l'histoire, c'est pas la préhistoire, on fait l'histoire sur ça, mais on a du travail à faire encore. Mais dans la station expérimentale, les bandes étaient très étroites, c'est-à-dire 2 mètres le blé, 2 mètres 80 les courgettes, le même pour tomates fèves, donc très étroite, donc la mécanisation dans ces contextes-là est très compliquée, bien sûr. Avec les fermes réelles, la largeur était conditionnée par la mécanisation qu'il y avait dans la ferme. Et donc, la largeur était différente. Ça veut Plus dire large, que bien sûr. là encore, il faut imaginer demain des matériels qui soient capables de répondre, de travailler dans des largeurs très faibles. David Guy, on les a pas, ces matériels? Oh bah si, on a En serre toutes les... Enfin, oui, enfin, ils existent. En largeur de semoir, on a des semoirs très étroits pour la vigne, les vergers, jusqu'à des 12 mètres, plus de 12 mètres de large. Mais vous trouvez ce qu'il vous faut ou pas? Oui, mais il faut encore chercher, Ah bon? bien sûr. Il y a un marché, vous voyez. Oui, mais de toute façon, si on veut démocratiser la technique, il faut utiliser les machines existantes sur les fermes. Ça veut dire travailler en 3 mètres, par exemple, c'est ça? 3 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 12 mètres. Lucas, vous avez dans le projet d'Hiver Impact que vous avez mentionné tout à l'heure, il y avait aussi des essais, si je ne me trompe pas, en strip cropping, plutôt en Europe du Nord. Et c'est quoi, selon vous, les grands éléments importants qui vont structurer cette technologie-là depuis le nord de l'Europe jusqu'à l'Italie? Parce que vous aviez donc en gros pratiquement des zones scandinaves, des zones méditerranéennes. Est-ce que ça va être à peu près les mêmes règles pour tout le monde? Ou selon la zone européenne où on est, les grandes règles en fait pour choisir les espèces, pour les largeurs de travail, est-ce qu'elles vont varier, elles vont dépendre de ce contexte-là? Je pense qu'il y a 2 types de réflexions sur ce sujet. Un, c'est le différent contexte biophysique, bien sûr. Et ça conditionne forcément les choses. Quand vous dites biophysique, c'est le sol. C'est le sol, le climat, l'environnement, et donc globale. les conditions écologiques. Et donc, il faut bien choisir les combinaisons parce que les bénéfices écosystémiques sont différents selon les différentes combinaisons. Donc, ça, c'est une question et c'est normal, c'est clair qu'il y a des différences parmi les pays européens. La deuxième réponse est sur le plan socio-technique et économique parce que, comme vous disiez, dans le projet d'Hiver Impact, le strip cropping était bien développé en Hollande, où il y a des contextes, je dirais, plus favorables, soit parce que c'est des grandes plaines où on peut bien utiliser le GPS et donc une mécanisation guidée par les satellites, etc., que ce n'est pas du tout le cas pour l'Italie au moment donné, au moins dans les fermes où on a travaillé. Mais en plus, ça aide beaucoup. Nous travaillons dans un contexte un peu plus défiant sur des collines. Donc, il y a des conditions un peu moins favorables. Mais aussi, il y a une question de PAC, je dirais. Parce que en Hollande, par exemple, le strip cropping est considéré dans le menu de l'écoschème en Hollande. Oui. C'est-à-dire que pour le paiement additionnel de la PAC, si on applique certaines techniques et approches agroécologiques, parmi eux le strip cropping, on va gagner un peu plus. Ça, ce n'est pas le cas en Italie, notamment, mais en plus, quand on a travaillé avec les fermes, ce qu'on a découvert avec le fermier était qu'il n'arrivait pas à présenter la demande pour l'aide de la PAC sur le strip cropping, parce qu'il n'y avait pas de modèle et
maintenant, quand on a commencé à parler avec l'agence de paiement, ils ont dit, bon, il y a une question de monitorage, c'est-à-dire que le Sentinel-2, les satellites n'arrivent pas à voir qu'est-ce qu'il y a dans des conditions plus étroites de 10 mètres. C'est-à-dire que la définition de la portée du satellite ne permettait pas de voir de quelle culture il s'agissait. Voilà, parce que il y a des questions techniques, mais bien sûr, mais c'est un problème de monitorage. Donc, dès qu'il faut vérifier qu'il y a une correspondance entre la demande d'aide et ce qu'on fait sur les champs, et donc ça pose une question. Et on est en train d'engager un débat, une discussion avec l'agence des paiements pour voir comment on peut résoudre ça. David. Oui, je me faisais réagir 3 choses. Oui, le guidage GPS est presque obligatoire pour réussir cette technique. La déclaration PAC, c'est un cauchemar. Oui. En fait, oui, comment vous avez ma parcelle de 14 hectares. En fait, je déclare, je ne sais plus, 20 et quelques parcelles à l'intérieur et donc il faut la définir précisément. Oui, mais c'est parce qu'on a quelque chose qui est totalement nouveau, qui arrive dans des règles administratives définies pour le système d'avant. Donc c'est assez logique, heureusement. La première fois. Voilà, et heureusement que la PAC n'a pas anticipé tous les systèmes possibles et imaginables. Mais c'est intéressant parce que justement, dans les éco-régimes aux Pays-Bas, c'est déjà intégré. Donc il faut évoluer aussi sur le plan administratif. Et troisième chose dont on n'a pas parlé, c'est que ça met aussi en lien avec une autre technique agricole qui existe en particulier en Australie, le CTF, le Control Traffic Farming, qui a des gros intérêts agronomiques, c'est-à-dire de localiser les passages des machines précisément. Et ben là, par la force des choses, on localise le passage des machines obligatoirement. Il faut pas couper à la moisson. Vous savez, vous avez le chauffeur, il ne peut pas couper en travers la parcelle nécessairement. Il faut expliquer ce que c'est pour nos téléspectateurs. L'idée, en fait, c'est de dire qu'on décompacte, on passe beaucoup d'énergie à décompacter ce qu'on a compacté durant certaines récoltes notamment, d'où l'idée de toujours passer au même endroit, de compacter le sol, tant pis d'en faire des routes quasiment, mais de repasser grâce au GPS d'une année sur l'autre au même endroit et de ne plus avoir à décompacter entre les passages de roues. Et c'est vrai que là, quelque part, c'est un peu une démarche du même type. Ah bah complètement. On est naturellement en contrôle traffic farming. Christian ? Non, je trouve que tout ce qui est présenté effectivement est extrêmement intéressant et donc la question est posée, quels sont les leviers en fait qui vont permettre de le généraliser. On a mentionné la limite de la PAC, une limite administrative, mais en fait s'il n'y a que celle-là, c'est pas très grave. Et donc en fait la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, sachant que vous travaillez tous les deux dans un contexte d'agriculture biologique, est-ce que c'est parce que tout compte fait c'était le contexte où le strip cropping apporte le plus de services? Donc on voit bien qu'à ce moment-là, il y a une forme de cohérence aussi avec le fait que le strip cropping s'intègre extrêmement bien dans le Green Deal qui dit moins de phyto, moins d'engrais et toujours la même performance. Donc est-ce que c'est cette forme-là d'enseignement ou alors il y a d'autres freins, des freins organisationnels, des freins d'enseignement, des freins de développement? Comment vous analysez ça? Et donc maintenant que vous avez démontré que ça marche, le sentiment qu'en plus, extrêmement positif sur le plan environnemental, sur le plan sociétal, quel est selon vous, dans vos deux contextes différents, quels sont les leviers qui permettent la généralisation de ça? David. Bonne question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour généraliser? Forcément, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, mais ça, à la fois, c'est simple. Vous avez dit que c'était simple aussi. C'est simple, mais c'est quand même plus compliqué. Il faut se prendre la tête à réfléchir à cette alternance de cultures. Il y a quand même beaucoup de régions où il se fait peu de culture d'été. Donc forcément, ça nécessite une augmentation de nombre de cultures sur la ferme. Vous avez beaucoup de régions où il y a beaucoup de cultures d'hiver. Vous connaissez ce triptyque colza-blé-orge. En colza-blé-orge, ce système est totalement impossible. Mais on en connaît les limites à long terme. Donc je pense qu'il faut scientifiquement mesurer cette biodiversité fonctionnelle, parce qu'on la ressent, mais on ne la mesure pas. Et ce n'est pas des retours sur investissement à très court terme qu'on va avoir, c'est des retours sur investissement à moyen terme. Et on connaît la difficulté de prouver
ces impacts, ça c'est sûr. Alors ensuite, évidemment, la PAC, c'est un levier pour favoriser ces techniques. Si ça peut, comme on a dit dans certains pays, rentrer dans les écorégimes, plutôt que de planter une haie autour d'un champ qui fait 15 hectares, c'est peut-être plus intéressant ce champ de le couper en bandes et de ne pas faire de haie. Peut-être que scientifiquement, c'est mieux. Luca ? Oui, ce qu'on est en train de faire en Italie, on continue à travailler sur ça. Même si le projet européen est terminé, d'Aver Impact, on a pris le relais avec un groupe opérationnel dans la même région où on a travaillé avec le projet européen. Donc, on a des agriculteurs, des chercheurs qui ont travaillé avec nous et des autres qui sont ajoutés et une association qui fait du conseil agricole. Et donc, ça va être réalisé dans un contexte soi-disant de Living Lab, c'est-à-dire un laboratoire hors mur pour partager l'expertise et pour apprécier les compétences qu'il y a déjà sur le terrain. Et ça va durer 3 ans. Donc, il y a le temps pour bien comprendre si ça peut intéresser des autres agriculteurs, mais aussi les agences de développement agricole, aussi les organisations professionnelles. Donc, on va engager ces sujets, notamment les organisations professionnelles, parce qu'ils sont les intermédiaires de la demande de la PAC. Et donc, ce n'est pas que parler avec l'agence des paiements, il faut aussi parler avec ces gens-là pour comprendre quels sont les leviers administratifs et des procédures où ils peuvent nous aider. Et donc, ça va élargir un peu le débat. Ça ne veut pas vous dire que ça donne de l'intérêt, bien sûr, à la communauté des agriculteurs, mais il y a des moyens pour toucher des intérêts là ou là, et donc pour en parler et pour montrer ce qu'il se passe avec ces preuves. Luca, vous allez même plus loin. Il faudrait peut-être associer les citoyens aussi à ces réflexions, à votre avis ? Tout à fait. Des choses qu'on va faire avec le groupe opérationnel, avec ce projet, est de montrer aux citoyens ce qu'on fait pour comprendre comment on peut avoir une sorte de validation citoyenne du paysage à travers le strip cropping. C'est-à-dire, on va travailler dans un paysage belle, je dirais. La région Marche est très diversifiée déjà, donc ce n'est pas les grands plains, mais quand même, et voir comment on peut diversifier encore plus avec aussi en parallèle la capacité de donner des services écologiques à la communauté. Et donc pour la gestion des sols, pour la gestion hydrique, etc. Donc nous voulons engager les gens, soit les touristes qui arrivent là, soit les citoyens qui habitent, pour comprendre quel type d'évaluation ils font. Ce n'est pas que l'évaluation scientifique agronomique, c'est aussi une évaluation citoyenne de ce qu'on fait. Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est quand même une histoire de communication. C'est-à-dire qu'on peut communiquer vis-à-vis des citoyens, on peut communiquer vis-à-vis des autres agriculteurs en leur disant c'est tout simple sur le constat que vous avez fait. Et pourtant, on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Pourquoi ? C'est une bonne question. Pour les raisons qu'on a dit, c'est que ça nécessite quand même des changements dans les exploitations. Cette question de la communication aux citoyens, effectivement, elle est aussi très ancrée sur la représentation que l'on se fait de ce qu'est un paysage agricole. Et donc, de fait, les citoyens, ils sont à peu près dans la même configuration que le monde agricole. Ils ont été formatés comme à peu près tout le monde. Et de fait, pour avoir vu un certain nombre de paysages qui sont chez David, effectivement, on a des paysages nouveaux parce qu'ils sont colorés différemment. Je pense que cette question-là, elle est importante. Mais je revenais sur une question un point qu'avait soulevé David tout à l'heure en disant compliqué de faire ce genre de strip cropping dans des systèmes colza-blé-orge. Où on a effectivement, dans la moitié nord de la France, on a plutôt vu, même si ce n'est pas la règle générale, mais une forme de simplification et une augmentation de la part de cultures d'hiver. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas un facteur limitant qui est que si un agriculteur veut se lancer là-dedans, selon l'endroit où il est, il ne sait pas par quel bout prendre les couples. Est-ce qu'on n'a pas, il n'y aurait pas un travail à faire avec la recherche appliquée, le développement, les instituts techniques agricoles, à identifier des formes d'abac sur les choix d'espèces
qui peuvent être combinés dans des bandes selon l'endroit où on est. Charge après à trouver le débouché, mais au moins de savoir qu'est-ce qu'on peut associer à quoi, ce qui obligerait en fait à formaliser les déterminants des services que ça rend. On parlait tout à l'heure des problématiques d'effet de bordure, d'ombrage, Luca, vous aviez mentionné, en fait ça génère un degré supplémentaire. Et donc est-ce que ce n'est pas là une forme de facteur limitant? L'agriculteur aujourd'hui, il est un peu good luck, quoi. Ah oui, c'est sûr, il n'y a pas de référence claire là-dessus. Et les cultures d'été, avec l'été qu'on vient de vivre, sec, n'ont pas le vent en poupe, hein, ça c'est sûr. Oui, mais dans les systèmes tels que vous les avez créés, les services sur le sol ils sont positifs. Et donc, de fait, les sols n'étant plus des déserts, potentiellement, l'impact de la sécheresse est plus limité quand même. Bon, même si 2022 est absolument exceptionnel par la durée de la sécheresse, on n'a quand même pas tous les ans des 2022. Potentiellement, ce n'est pas toujours aussi contraignant sur les cultures d'été que ce qu'on a eu en 2022. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une forme de machine à mettre en route sur cette logique-là? Oui, c'est sûr. Il faut. Et puis, c'est toujours ce que je dis aux agriculteurs, il faut essayer. Parce qu'il n'y a pas de solution unique française ou européenne. Comme, rappelez-vous, il y a 20 ans, quand on a lancé ce mouvement des couverts végétaux, il n'y avait pas de solution unique. On ne sème pas les mêmes couverts végétaux dans le Gers, en Normandie ou en Italie. Donc c'était toujours le conseil que je donnais aux agriculteurs, qui a un point important. Faites re-rentrer de la recherche. Quel est le pourcentage de recherche du chiffre d'affaires que vous utilisez pour votre ferme? C'est des questions qu'on n'a plus l'habitude de poser. Il faut poser. Prenez une parcelle, faites-en un champ d'essai à l'échelle de votre exploitation. Toute dernière question. De même que vous avez eu une sorte de révélation qui, pour moi, effectivement, n'était pas évidente avant d'en discuter ensemble, de se dire on laisse pendant 2 mois une parcelle nue, comme ça, un désert. Il y a d'autres révélations que vous voyez aujourd'hui et que vous allez essayer de corriger dans le futur? Est-ce qu'il y a d'autres constats de ce type qu'il faudrait résoudre? Alors, oui, j'aurais pas assez d'une vie d'agriculteur pour tout tester, malheureusement. Mais oui, il y a plein de choses évidentes comme ça? Non. C'est sûr qu'on est dans un système. Les enjeux économiques sont importants sur une exploitation. Donc la gestion du changement est toujours très risquée, compliquée. Et le pas de temps en agriculture, c'est notre point faible. C'est-à-dire que moi, je vais semer 40 fois du blé dans ma vie et c'est tout. Donc oui, il y a beaucoup de choses à tester et à essayer sur les fermes. Bon, David Guy, merci beaucoup. Luca Colombo, merci d'être venu ici pour débattre avec nous. Et Christian, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Paul. Voilà, merci à vous.